J'étais encore en retard. L'univers avait décidé que le premier jour du semestre d'automne n'était pas assez difficile sans que ma voiture ne fasse des râles mortels sur le parking de la faculté. Le timing était parfait. Debout sur le trottoir, je fixais l'écran de mon téléphone avec une frustration croissante, essayant d'appeler un chauffeur de VTC qui n'arriverait pas avant 20 minutes. Maudite appli, murmurai-je en regardant les petites icônes de voitures errer sans but sur la carte, aucune ne se dirigeant vers moi. Je jetai un coup d'œil à ma montre, plus que 15 minutes avant mon premier cours du semestre et je devais encore préparer ma présentation. Être en retard, car le professeur est un excellent exemple pour les étudiants qui attendent l'excellence académique. Le téléphone sonna. Enfin, le chauffeur attendait dans 2 minutes. J'exhalai de soulagement. Je scrutai la rue à la recherche de la voiture qui approchait. Mon sac fourre-tout du département de littérature pesait lourdement sur mon épaule, rempli de programmes et de notes pour le cours d'introduction du jour. Une élégante berline bleue s'arrêta et je confirmai que la plaque d'immatriculation correspondait à celle de l'application. La vitre s'abaissa, révélant une jeune femme aux cheveux roux flamboyants qui accrochait la lumière matinale comme un fil de cuivre. « Professeur Jenkins » demanda-t-elle, ses yeux bleus croisant les miens avec une intensité inattendue. J'acquiesçai, pris au dépourvu. « C'est moi. »« Quelles sont les chances ?» sourit-elle. « Moi aussi, je vais sur le campus. » L'application nous a jumelés pour un trajet partagé. En me glissant sur le siège passager, j'ai senti une odeur subtile et onctueuse, de la bergamote et de la vanille. J'ai deviné, pas le parfum typique d'une étudiante de 3e cycle. « Je suis Sienna », dit-elle en s'engageant dans la circulation avec une assurance assurée. Sienna Turner. Je viens de commencer mon doctorat en littérature comparée. Quelque chose se serra légèrement dans ma poitrine. L'univers ne me jetait pas seulement des problèmes de voiture, il mettait maintenant sur mon chemin une séduisante doctorante, le Dr Holly Jenkins, répondis-je plus sèchement que prévu. J'enseigne au département de littérature. Je sais, dit-elle en me jetant un bref regard. C'est grâce à vous que j'ai choisi Plano pour mon doctorat. Votre travail sur l'écriture féminine dans la littérature de fanfare est révolutionnaire. J'ai senti le feu me monter aux joues. La reconnaissance académique m'a toujours touché plus profondément que je ne voulais l'admettre. C'est flatteur. Quel est votre domaine de prédilection ? Les récits féminins subversifs dans la littérature du début du XXe siècle, répondit-elle sans hésitation. Plus précisément, les œuvres censurées pour avoir remis en question les normes de genre. Mon Dieu, pratiquement ma spécialité. J'ai étudié son profil pendant qu'elle conduisait. Elle ne devait pas avoir plus de 35 ans, mais il y avait en elle une assurance qui manquait à beaucoup de mes collègues 2 fois plus âgés. Eh bien, j'ai hâte de voir votre travail, dis-je en essayant de garder une distance professionnelle. Malgré l'exiguïté de sa voiture, nous nous sommes garés sur le parking de la faculté et elle m'a présenté un permis inattendu. Assistant d'enseignement, expliqua-t-elle, captant mon regard interrogateur. Alors que nous marchions vers le bâtiment anglais, les feuilles d'automne craquant sous nos pieds, elle me suivit. En fait, professeur Jenkins, je suis inscrite à votre séminaire avancé de théorie littéraire cet après-midi. Je m'arrêtai. Tu es dans mon cours de 16 heures. Elle hocha la tête, un léger sourire au coin des lèvres. J'espère que ce n'est pas un problème. Non, pas du tout, mentis-je, soudain consciente de la façon dont son blazer ajusté soulignait mes courbes. C'était clairement un problème. J'aime juste savoir à l'avance qui sont mes élèves. Eh bien, maintenant, tu me connais, dit-elle, la voix légèrement baissée tandis qu'une brise caressait ses cheveux. J'ai hâte d'apprendre tout ce que tu as à enseigner. Sa façon de souligner tout cela me fit frissonner. Je serrai mon sac plus fort et fis un sourire professionnel. À 16 heures alors, réussis-je à me tourner vers mon bureau avec ce que j'espérais être une dignité professorale. Mais tandis que je classais mes notes de cours, mes pensées revenaient sans cesse à mes cheveux cuivrés et à mes yeux bleus provocateurs. Ce semestre ne commençait pas comme prévu. 2 semaines après le début du semestre, alors que Sienna Turner devenait mon beau problème, je me suis retrouvée debout au pupitre, en train de parler des techniques narratives subversives de Virginia Woolf, lorsque sa main s'est à nouveau levée. 3e fois aujourd'hui,
professeur Jenkins, ne diriez-vous pas que Woolf construisait délibérément un langage féminin pour démanteler les traditions littéraires patriarcales plutôt que de simplement travailler avec elles ? La question flottait dans l'air comme un défi. Les autres doctorants s'agitaient, mal à l'aise, aucun n'étant prêt à s'engager à ce niveau. Sienna se pencha légèrement en avant, ses yeux bleus fixés sur les miens avec une intensité troublante. Une perspective intéressante, mademoiselle Turner, répondis-je, essayant d'ignorer comment la lumière de l'après-midi à travers les fenêtres embrasait ses cheveux roux. Je dirais cependant que Woolf était plus préoccupé par la création d'espaces linéaux où le genre devient sans importance, plutôt que par un langage spécifiquement féminin. Mais son rejet de la narration linéaire contredit directement les conventions narratives masculines. Sienna rétorqua que la transformation d'Orlando ne se résume pas à la fluidité des genres, mais au rejet de la structure même de la narration masculine. Zut, elle était douée, trop douée. La salle de classe semblait soudain plus chaleureuse. On devrait peut-être continuer après le cours ? Suggérai-je, conscient que plusieurs étudiants consultaient leur montre. Pour ceux qui souhaitent poursuivre la discussion, mes heures de bureau sont le mardi après-midi. Une fois le séminaire terminé, Sienna s'attarda, classant ses notes avec une lenteur délibérée, jusqu'à ce que la salle se vide. « Un café ?» demanda-t-elle en jetant simplement son sac sur son épaule. J'ai hésité. Les limites professionnelles n'existent pas pour rien, mais sa question sur Woolf m'avait vraiment intriguée. Le café de la salle des professeurs est horrible, dis-je. Il y a un endroit correct à 2 rues d'ici. Nous marchâmes dans un silence confortable, les feuilles mortes crissant sous nos pieds. Le café était calme, peuplé d'étudiants cachés derrière des écrans d'ordinateur. Votre point de vue sur Woolf est fascinant, avouai-je après nous être installés à une table dans un coin. La plupart des étudiants passent complètement à côté du radicalisme structurel. La plupart des professeurs aussi, répondit-elle en soufflant doucement sur son cappuccino. Mais pas vous. Votre article sur la rupture narrative dans la littérature féminine interdite a changé ma façon de lire. Le feu me monta aux joues. Cela n'avait rien à voir avec mon americano. Les flatteries académiques ne vous mèneront nulle part, mademoiselle Turner. Sienna, corrigea-t-elle, et je ne vous flatte pas, votre travail compte pour moi. Il y avait quelque chose de désarmant dans sa franchise. Je me suis retrouvée à partager des théories que je n'avais jamais exposées en classe, des idées trop expérimentales pour des revues universitaires. Elle écoutait avec une intensité qui me donnait le sentiment d'être vraiment entendue, remettant en question les hypothèses par des questions respectueuses mais incisives. Un café devint un rituel régulier du mercredi, puis s'étendit au lundi après ses tâches d'assistante d'enseignement. Nous discutions de livres, de théories, de la politique universitaire. Je me suis surprise à attendre ces conversations plus avec impatience que les réunions de professeurs ou même mes propres cours. Vous êtes différente des autres professeurs, me dit-elle un soir en rentrant sur le campus. On ne se cache pas derrière des prétentions académiques. Je suis assez grande pour ne pas avoir besoin de cette armure, dis-je en riant, même si le directeur du département pourrait ne pas être d'accord. Tu n'es pas vieux, dit-elle simplement. Tu es un homme bien établi. Il y a une différence. Le ciel s'assombrit soudain, la météo texane opérant son changement dramatique habituel. De grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber sans prévenir. Zut, marmonnai-je, ayant laissé mon parapluie dans mon bureau. Eh bien, sois trempé avant d'arriver sur le campus. Sienna sortit un parapluie compact de son sac. Toujours prête, sourit-elle en l'ouvrant d'un coup sec. Mais bon, il faut partager. Le parapluie était à peine assez grand pour une personne, nous obligeant à marcher épaule contre épaule. Je sentais à nouveau son parfum, ce même bergamote et cette même vanille. Plus fort maintenant, avec la pluie libérant ses notes, son bras effleurait le mien à chaque pas. La littérature, ce sont des moments comme ça, dit-elle doucement tandis que nous marchions, ces petites intimités qui changent tout. Je jetai un coup d'œil à ces gouttes de pluie qui s'accrochaient à ses cils et sentis quelque chose de dangereux se déplacer dans ma poitrine. Ses yeux bleus croisèrent les miens, un instant trop long pour être purement académique. On devrait se dépêcher, dis-je en détournant le regard. J'ai des devoirs à corriger.
Mais tandis que nous traversions le campus à toute vitesse sous ce parapluie trop petit, nos corps se touchant inévitablement, je réalisais que corriger des copies était la dernière chose à laquelle je pensais, et cela me terrifiait plus que n'importe quelle averse. Un mois après le début du semestre, je me retrouvais à travail. Tard dans mon bureau, dans l'aile ouest historique du département d'anglais. La plupart des professeurs évitaient ces bureaux, le chauffage était capricieux, le Wi-Fi instable et le bâtiment, dit-on, était hanté. Mais j'avais toujours apprécié la solitude et les étagères en bois usé qui sentaient l'huile de citron et le vieux papier. Je mesurais la salle de classe voisine pour un éventuel séminaire quand quelque chose d'étrange me frappa. Le couloir aurait dû s'étendre sur 3 mètres supplémentaires, compte tenu de l'extérieur du bâtiment. Pourtant, le mur de la salle de classe semblait se terminer prématurément. Je passai la main sur le plâtre, sentant un léger courant d'air. Un coup frappé à la porte interrompit mon enquête, brûlant à nouveau la chandelle. La professeure Sienna se tenait dans l'embrasure de la porte, nonchalamment appuyée contre le cadre. Elle avait tiré ses cheveux cuivrés en un chignon décoiffé, ce qui lui donnait un air à la fois plus jeune et plus intense. « Je planifie juste la configuration des pièces », répondis-je, soudain gêné par mon étrange examen des murs. « Au fait, est-ce que quelque chose ne va pas dans cette pièce ?» Sienna entra et posa son sac. « Que voulez-vous dire ? Les dimensions ? Le mur extérieur du bâtiment suggère que cette pièce devrait être plus longue. » Elle pencha la tête, scrutant l'espace de ses yeux bleus analytiques. « Tu as raison, il y a au moins 2,4 mètres de perdu pour 3,0 mètres, je corrigeai machinalement. Je pris ces mesures. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire. « Bien sûr que tu l'as fait, toujours minutieuse. » Nous passâmes l'heure suivante à examiner chaque centimètre carré du mur suspect, à la recherche de creux. Lorsque les phalanges de Sienna produisirent un son nettement différent près de l'étagère du bas, nous échanguâmes un regard. « Aide-moi à déplacer ça, » dis-je, en retirant déjà des livres des étagères. La lourde bibliothèque en chêne résista, mais sous nos efforts, elle finit par glisser sur le côté avec un grincement, révélant un PN de mur qui semblait légèrement plus récent que le plâtre environnant. « Regarde. » Sienna désigna des coutures à peine perceptibles formant un rectangle. « C'est une porte, mais sans poignée, » murmurai-je en passant mes doigts sur les bords. « Un point de pression, peut-être ?» Elle appuya sur plusieurs points jusqu'à ce qu'un déclic se produise et que le panneau s'ouvre dans un nuage de poussière. Nous restâmes côte à côte, le regard perdu dans l'obscurité. « On devrait appeler la sécurité du campus, » dis-je sans bouger. Sienna sortit son téléphone et alluma la lampe torche après avoir regardé. Avant que je puisse protester, elle s'était glissée par l'ouverture. La curiosité professionnelle prit le dessus sur la prudence et je la suivis dans l'obscurité. La pièce secrète était petite mais méticuleusement organisée. Des étagères bordaient les murs, remplis de volumes que je reconnus immédiatement comme des ouvrages interdits ou censurés du début du XXe siècle. Le faisceau de la lampe torche de Sienna balaya des titres qui feraient battre le cœur d'un professeur de littérature, édition non expurgée, publication controversée, livre brûlé publiquement. « Holly, c'est incroyable », murmura Sienna, abandonnant toute formalité dans son excitation. Certaines de ces lettres sont censées être perdues. Elle sortit un volume relié en cuir de l'étagère et une liasse de lettres tomba d'entre les pages. Je les rattrapai avant qu'elles ne touchent le sol, le papier fragile sous mes doigts. « Elles sont manuscrites », dis-je en les inclinant vers la lumière. Datées de 1924. Sienna trouva une petite lampe électrique sur le bureau et l'alluma, baignant la pièce d'une douce lumière ambrée. Nous nous blottissâmes l'une contre l'autre, épaule contre épaule, tandis que nous déplions soigneusement la première lettre. « Ma très chère Éléanore », je lus à voix haute, « un autre jour sans ton contact me paraît une éternité. » Le directeur du département m'observe attentivement maintenant, méfiant à l'égard de notre collaboration de recherche. Si seulement il connaissait la véritable nature de ce que nous avons étudié ensemble à huis clos. « C'est signé à jamais vôtre, Margaret », termina Sienna en levant vers moi de grands yeux. Ce sont des lettres d'amour entre professeurs. Nous avons lu lettre après lettre, reconstituant l'histoire de Margaret Wellington et d'Eleanor Blackwood, professeurs de littérature et de lettres classiques qui entretenaient une relation secrète tout en collaborant à des recherches sur des textes interdits.
Elles avaient créé cette pièce secrète à la fois comme dépôt de littérature interdite et comme sanctuaire pour elles-mêmes. La dernière lettre est datée de juin 1926, dit Sienna à voix basse. Elle écrit qu'elles font l'objet d'une enquête, que quelqu'un les a dénoncées au président de l'université. J'examinais une photo encadrée que nous avions trouvée dans le tiroir du bureau. 2 femmes en tenue des années 1920 se tenaient un peu plus près que de simples collègues et ne le feraient. Je crois les reconnaître. Il y a une photo de professeur de cette époque dans le hall principal. Margaret Wellington a démissionné subitement. D'après l'histoire du département et Hélène Lanard, j'ai croisé le regard de Sienna, nos visages proches dans la pénombre. Je ne sais pas. Il faudra faire des recherches. Le poids de ce que nous avons découvert pesait entre nous. Pas seulement des livres rares et des trésors universitaires, mais les vies cachées de 2 femmes qui s'étaient aimées en secret entre ces murs il y a près d'un siècle. Il faut préserver cela, murmurai-je en jetant un coup d'œil autour de la pièce. Tout cela. La main de Sienna trouva la mienne dans l'ombre, la serrant doucement. Nous le ferons, promit-elle ensemble. Fin octobre apporta un vent de fraîcheur et une nouvelle routine à ma vie. 3 fois par semaine, Sienna et moi nous retrouvions à mon bureau après les heures de bureau, nous nous glissions dans notre sanctuaire secret et cataloguions nos découvertes. Nous avions créé une feuille de calcul détaillée des livres, recoupant les dates de publication, la censure, l'histoire et la rareté actuelle. J'ai trouvé une autre note en marge. Sienna m'appela de son coin un soir. Elle s'était assise en tailleur par terre, ses cheveux roux tombant en cascade sur ses épaules, examinant attentivement chaque page avec des gants de coton que j'avais empruntés aux archives universitaires. Je m'approchai d'elle, à genoux, pour admirer l'écriture soignée de Margaret Wellington. Nos épaules se touchèrent tandis que nous nous penchions ensemble sur le livre. Éléanore est convaincue que ce passage défie clairement les conventions. J'ai lu à voix haute, je crois que c'est parce que ça lui rappelle notre été dans le Vermont. Ils ont annoté ces livres ensemble. Ils ont tout fait ensemble, dit Sienna doucement, leurs recherches, leurs enseignements, leur vie, tout cela dissimulé derrière une collaboration universitaire. J'ai jeté un coup d'œil à son profil, frappé par la façon dont la lampe ambrée éclairait les contours de son visage. Ça devait être solitaire, de garder tant de choses cachées. Mais ils étaient là l'un pour l'autre, rétorqua-t-elle en se tournant pour croiser mon regard. Et cette pièce. Quelque chose a changé à cet instant, la reconnaissance d'un parallèle qu'aucun de nous n'était prêt à nommer. Je me suis éclairci la gorge et suis retourné au catalogue. Je n'ai jamais parlé de mon frère à personne, ai-je dit soudain, me surprenant moi-même. Sienna a levé les yeux, attendant patiemment que je poursuive. Il était brillant, promis à une carrière universitaire incroyable. Puis il a développé une schizophrénie à 20 ans. Maintenant, il vit dans un logement social à Houston. Est-ce pour cela que vous travaillez si dur, demanda-t-elle doucement, portant le flambeau universitaire pour vous 2. Aucun collègue n'avait jamais compris ce lien. Aucun ami ne l'avait jamais posé. Oui, ai-je admis, me sentant à la fois exposée et étrangement libérée, même si je ne lui ai pas rendu visite assez souvent ces derniers temps. Nous cachons tous une part de nous-mêmes, a-t-elle dit en posant son livre et en se rapprochant. Je n'ai jamais dit à personne que mon intérêt pour la littérature de musique de groupe venait de la découverte du journal intime caché de ma grand-mère. Elle a aimé les femmes toute sa vie, mais a épousé mon grand-père pour la forme. Cela a dû être difficile pour elle. Il savait qu'ils s'entendaient, mais elle a brûlé toutes les lettres qu'elle recevait de la femme qu'elle aimait vraiment. J'ai cherché un autre livre, cherchant à m'occuper de mes mains. C'est pour ça que ces lettres comptent tant pour toi ? Elles ont survécu, a-t-elle simplement dit. Leurs mots ont survécu. Nos conversations sont devenues de plus en plus personnelles. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvée à partager des histoires que je n'avais jamais racontées à mes collègues, mes fiançailles ratées des années auparavant, mes doutes sur le processus de titularisation, mon désir secret d'écrire de la fiction plutôt que des articles universitaires. Elle a rétorqué avec des récits sur son éducation chaotique avec des parents artistes, ses relations désastreuses avec des femmes émotionnellement indisponibles, sa peur que le monde universitaire étouffe sa créativité. Un soir, alors que la pluie de novembre crépitait contre les vieilles fenêtres du bâtiment, nous avons complètement perdu la notion du temps. Le désuet système de chauffage s'était arrêté depuis des heures, laissant la pièce secrète glaciale.
On devrait y aller, dis-je à contre-cœur, regardant Sienna réprimer un frisson. Encore 5 minutes, supplia-t-elle, absorbée par un ajout rare que nous avions découvert derrière un panneau détaché. Cette traduction est complètement différente de la version publiée. Je souris devant son hantou. Sias m'est enfilé mon cardigan sur ses épaules sans réfléchir. Mes doigts effleurèrent la peau chaude de son cou, s'attardant un instant de trop. Elle leva les yeux, surprise, ses traits se mirent à scintiller. « Merci », murmura-t-elle d'une voix plus basse que d'habitude. Je reculai, soudain consciente de l'exiguïté de la pièce, de notre proximité. Son parfum, ce parfum de bergamote et de vanille désormais familier, semblait emplir l'espace entre nous. Je la regardai glisser une mèche cuivrée derrière son oreille, un geste étrangement intime dans notre sanctuaire isolé. « Oli », dit-elle en utilisant mon prénom, comme elle le faisait de plus en plus souvent lorsque nous étions seuls. « As-tu déjà trouvé quelque chose d'inattendu qui a bouleversé tout ce que tu croyais savoir sur toi-même » Mon cœur, je me suis senti mal aux côtes en croisant son regard. « Je commence à le faire », ai-je admis. Elle s'est rapprochée, suffisamment près pour que je puisse distinguer les différentes nuances de bleu dans ses yeux. Sa main s'est levée, hésitante, à quelques centimètres de mon visage, comme pour demander la permission. Les vieux radiateurs du bâtiment ont choisi cet instant pour se rallumer violemment, nous surprenant tous les deux. Le charme s'est rompu. J'ai reculé, rassemblant mes notes d'une main tremblante. « Il est tard », ai-je dit sans la regarder dans les yeux. « On devrait continuer demain. » Mais tandis que nous scellions soigneusement notre porte secrète et marchions vers le parking dans un silence pesant, j'ai su que quelque chose de fondamental avait changé entre nous, quelque chose qui, comme notre pièce secrète, ne pouvait rester caché éternellement. « Attention, professeur. » La voix du doyen Richardson a retenti dans la salle de réunion bondée. Dans le cadre des célébrations du centenaire de notre université, nous commencerons les travaux de rénovation de l'aile ouest du bâtiment anglais le mois prochain. Mon sang s'est glacé. J'ai jeté un coup d'œil à Sienna, assise au dernier rang avec les autres assistants d'enseignement. Son visage avait pâli sous ses taches de rousseur. La restauration historique comprendra la suppression de plusieurs murs non originaux ajoutés lors de la rénovation des années 1950. Il continua en désignant des plans d'architecture projetés sur l'écran. Nous restaurerons le plan d'origine tout en modernisant les systèmes électriques et de chauffage. J'ai levé la main, essayant de la maintenir immobile, doyen Richardson. Quelles zones spécifiques seront affectées ? Il a cliqué sur un plan indiquant exactement où se trouvait notre pièce secrète. Nous nous concentrerons sur les bureaux du 2e étage, y compris les vôtres, professeur Jenkins. Ne vous inquiétez pas, nous vous relocaliserons temporairement. Après la réunion, Sienna m'a rejoint dans le couloir, veillant à maintenir une distance professionnelle avec les collègues qui s'agitaient. « Il faut tout déménager », murmura-t-elle d'un ton pressant. Ce soir, j'ai hoché la tête, rendez-vous à 20h. Apportez le matériel d'emballage. Les heures jusqu'au soir s'écoulèrent lentement. Lorsque nous nous sommes finalement glissés dans notre pièce secrète ce soir-là, l'espace semblait différent, menacé. Nous avons travaillé rapidement, soigneusement, emballant les volumes les plus fragiles dans du papier sans acide que j'avais emprunté aux archives. « Où ? On les prend ?» demanda Sienna en fermant une boîte de lettres. « Ma maison a un bureau sécurisé au sous-sol. On peut tout y stocker temporairement », marqua-t-elle. Une première édition de Virginia Woolf entre les mains. On sauve l'histoire qui autrement serait perdue. On vole des biens universitaires, corrigez-je, tout en continuant à emballer. Des biens dont ils ignorent même l'existence, argumenta-t-elle. Des biens qui disparaîtraient probablement dans un entrepôt administratif ou seraient endommagés pendant les travaux. Elle avait raison, bien sûr. Nous travaillâmes concentrés, en silence, cataloguant soigneusement chaque objet avant de le ranger. Alors que Sienna attrapait un livre sur une étagère haute, ses doigts délogèrent quelque chose qui tomba au sol avec un bruit métallique. Je le ramassa, un médaillon en argent terni attaché à une chaîne délicate. À l'intérieur se trouvait une minuscule photo d'Éléanor et ce qui semblait être une mèche de cheveux noirs. « Margaret a dû cacher ça ici », murmurai-je, me sentant comme une intruse dans leur vie privée. Sienna examina le dos où étaient gravées des initiales, regardez cette inscription.
Pour toujours, malgré tout. À ton avis, qu'est-ce que c'était ? J'allais répondre quand nous l'entendîmes. Des voix dans le couloir, des agents de maintenance après les heures de travail. Nous restâmes figés, nous fixant avec panique. Ils ne peuvent pas nous trouver ici, murmurai-je, ni le mur ouvert. Sienna referma rapidement les cartons restants. Tandis que je me dirigeais vers la porte dérobée pour la verrouiller, les voix se rapprochèrent. Nous n'aurions pas le temps de nous échapper sans être vus. Nous devons rester, murmura-t-elle en désignant la pièce secrète. J'acquiesçai et nous nous glissâmes à l'intérieur, refermant la porte derrière nous. Le petit espace, à moitié vide de nos bagages, nous parut soudain bien plus petit. Sachant que nous étions piégés, nous restâmes figés, respirant à peine, tandis que des pas entraient dans mon bureau. Le bureau de Jenkins a besoin d'un nouveau câblage, c'est sûr. Une voix bourrue dit, tout est ancien. Il faut aussi vérifier la salle de classe adjacente, répondit une autre dans l'obscurité. Sienna se serra contre moi tandis que nous nous éloignions de la porte. Il y avait à peine de la place pour se tenir debout, les cartons occupant toute la surface. Son dos heurta ma poitrine et instinctivement, je la stabilisai en lui tenant la taille. Désolée, murmura-t-elle si bas qu'elle était à peine audible. J'aurais dû me laisser aller. Je ne l'ai pas fait. Nous restâmes collés l'un à l'autre, son corps chaud contre le mien, tandis que les agents d'entretien se déplaçaient dans mon bureau pour discuter des plans de réparation, à quelques mètres de notre cachette. Ils vont démolir tout ce mur, dit l'un d'eux. Je sentis Sienna se tendre contre moi. Mes bras se resserrèrent autour d'elle par réflexe, d'un geste protecteur. Elle se pencha légèrement en arrière, sa tête venant se poser contre mon épaule. Je sentais son cœur battre aussi vite que le mien. Cependant, je ne savais pas si c'était par peur d'être découverte ou par notre intimité inattendue. Les minutes s'étirèrent comme des heures tandis que les ouvriers poursuivaient leur inspection. Lorsque la porte de mon bureau se referma enfin et que les pas s'éloignèrent dans le couloir, aucun de nous ne bougea immédiatement. L'obscurité nous enveloppa, à la fois étouffante et libératrice. Lentement, à contre-cœur, je laissai tomber mes bras et reculai. Sienna se tourna vers moi, presque invisible dans l'obscurité, si ce n'est l'éclat de ses yeux. « Holly », murmura-t-elle d'une voix pâteuse, avec un non-dit. Ma main trouva la sienne dans l'obscurité, nos doigts s'entrelaçant aussi naturellement qu'une respiration. L'espace d'un instant, je crus qu'elle allait réduire la distance qui nous séparait. Au lieu de cela, elle me serra doucement la main et dit, « On devrait vérifier s'ils ont vraiment disparu. » Le charme rompu, nous ouvrîmes prudemment notre cachette et émergeâmes dans mon bureau. Les lumières fluorescentes étaient crues après l'obscurité intime. Mais tandis que nous continuions à emballer nos trésors historiques, quelque chose s'était indéniablement déplacé entre nous. Quelque chose qui, comme les secrets des lettres de Margaret et Eleanor, ne pouvait rester caché plus longtemps. « C'est un endroit parfait », dit Sienna en passant la main sur la rambarde en bois du quai. Ma maison au bord du lac se trouvait à 2 heures de Plano, un petit havre de paix confortable hérité de ma grand-mère. L'automne peignait les arbres environnants d'oranges flamboyants qui se reflétaient parfaitement sur l'eau calme. C'était ici ou dans mon appartement exigu pour tous ces cartons, répondis-je en sortant le dernier carton de ma voiture. Nous avions passé la semaine à transporter notre trésor historique par étapes, et maintenant les preuves de notre cambriolage universitaire étaient conservées en sécurité dans mon bureau. Bien joué. Aucune chance que le doyen passe prendre un café. Sienna sourit en me prenant le carton des bras. Nos doigts se sont effleurés dans nos échanges, créant un courant désormais familier entre nous. La maison au bord du lac nous avait semblé une solution logique à notre problème de rangement. Ce n'est qu'à notre arrivée que j'ai réalisé ce que j'avais fait, inviter une étudiante dans mon refuge privé, loin des contraintes professionnelles et des regards indiscrets. Mais Sienna n'était plus une étudiante comme les autres. Elle était ma confidente, ma partenaire de recherche, celle qui comprenait mes passions académiques mieux que des collègues que je connaissais depuis des décennies. Je pensais qu'on pourrait tout organiser dans la chambre d'amis, dis-je en la conduisant à l'intérieur. Il y a plein d'étagères pour cataloguer. Nous avons passé des heures à classer les livres par ordre chronologique, créant ainsi une véritable archive de notre découverte. À la tombée de la nuit, l'épuisement et la satisfaction nous ont envahis. Du vin,
ai-je proposé en fermant le dernier document du catalogue. Sur mon ordinateur portable, il y a une bouteille de Cabernet quelque part. Sienna a étiré son pull, le remontant légèrement pour révéler une petite partie de sa peau sous son jean. J'ai détourné le regard rapidement. Du vin, ça me semble parfait, a-t-elle dit en me suivant jusqu'à la cuisine. Verre à la main, nous nous installâmes sur le canapé devant l'assée. Éminé. Dehors, l'obscurité était totale, le lac invisible, à l'exception du clair de lune qui scintillait à sa surface. Le feu projetait des ombres dansantes sur les traits de Sienna, les adoucissant, lui donnant un air à la fois plus jeune et sans âge. J'ai pensé à Eleanor et Margaret, dit Sienna en repliant ses pieds sous elle. Tu crois qu'elles ont déjà vécu des moments comme ça, juste la paix ensemble? J'espère bien, répondis-je. Même si cela aurait été bien plus risqué à l'époque. 2 professeurs disparaissant ensemble dans une maison au bord d'un lac auraient fait sourciller. Et maintenant, son regard croisait le mien par-dessus son verre de vin. Je soutenais son regard. Maintenant, nous ne sommes plus que 2 collègues travaillant sur un projet de recherche. Sommes-nous vraiment là, Holly? La question restait en suspens entre nous, chargée de semaines de tension et de sentiments non exprimés. J'ai pris une longue gorgée de vin avant de répondre. Je pense que nous savons toutes les 2 que nous sommes plus que cela. Alors, de quoi avons-nous peur? Le feu crépitait dans le silence qui a suivi, j'ai envisagé de dévier la conversation, de changer de sujet pour un terrain plus sûr. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à dire la vérité. J'ai passé ma carrière à étudier des femmes qui ont défié les conventions, qui ont tout risqué pour leur vie authentique, mais j'ai joué la sécurité dans mon propre département, la politique, les questions de titularisation, les limites professionnelles. Je me suis cachée derrière elles, et maintenant, me voilà assise là à me demander pourquoi je laisse l'institution définir ce qui est approprié entre 2 adultes consentants. Sienna a posé son verre. Je n'ai jamais été sage. Je ne veux pas cacher ce que je veux, dit-elle doucement. Et là, ce que je veux, c'est aller nager. Je clignai des yeux, on est en novembre, le lac n'est pas gelé. Ses intentions étaient claires dans ses yeux. Sans attendre de réponse, elle se dirigea vers les portes vitrées menant à la terrasse, se glissant dehors au clair de lune. Je la regardai, fascinée, s'arrêter au bord du quai, me regardant par-dessus son épaule avant de passer son pull par-dessus sa tête. Mon cœur battait fort contre mes côtes tandis que je posais mon vin et la suivais dehors. L'air nocturne me mordait la peau, mais quelque chose de plus chaud se construisait en moi, quelque chose qui couvait depuis des semaines. Sienna se tenait au bout du quai, en sous-vêtements, sa peau pâle illuminée par le clair de lune. Dernière du petit déjeuner de baie, la défiatait-elle avant de plonger proprement dans l'eau sombre. J'hésitai un instant avant de me déshabiller pour ne garder que mes sous-vêtements noirs pratiques. L'air froid était choquant, mais pas autant que ma propre audace. Alors que je plongeais à sa suite, l'eau était un froid à couper le souffle, puis une chaleur étrange. Tandis que mon corps s'habituait, je remontai à la surface et trouvai Sienna flottant sur le dos, ses cheveux roux s'étalant autour d'elle comme des flammes sur l'eau sombre. « Tu es folle » haltai-je en faisant du surplace près d'elle. « Probablement » acquiesça-t-elle, s'écriant face à moi. Des gouttes d'eau s'accrochaient à ses cils, captant le clair de lune. « Mais tu m'as quand même suivi. » Nous flottions là, enveloppés par l'obscurité et le silence. Les frontières entre professeurs et étudiants se dissolvaient dans l'eau froide du lac. Quand sa main trouva la mienne sous la surface, je ne me retirai pas. Et lorsqu'elle se rapprocha, ses jambes effleurant les miennes tandis que nous faisions du surplace, je sentis mes dernières réserves se dissiper comme la brume sur le lac. « Holly » murmura-t-elle, son visage à quelques centimètres du mien. Je crois que nous avons écrit nos propres lettres d'amour tout le semestre. Ses lèvres trouvèrent les miennes au clair de lune, goûtant le vin et les possibilités, et je cessai de lutter contre le courant qui nous rapprochait depuis ce premier trajet partagé jusqu'au campus. Décembre arriva avec sa traditionnelle fin de semestre. Une frénésie. J'étais assis dans la salle de conférence du département, essayant de me concentrer sur les projections budgétaires, tandis que mes pensées dérivaient sans cesse vers le week-end au Lake et les 3 week-ends suivants que Sienna et moi avions passés là-bas, soi-disant pour organiser nos découvertes historiques. Professeur Jenkins, la voix du doyen Richardson me ramena à la réalité, vos réflexions sur le poste de président.
Je clignai des yeux, soudain conscient qu'une douzaine de professeurs me fixaient avec impatience. Je suis désolé, pourriez-vous répéter la question ? Le doyen sourit avec indulgence. Le poste de président du département. Avec le départ à la retraite du docteur Hargrove, le comité estime que vous êtes le successeur naturel. Votre dossier de publication est impeccable et le conseil d'administration de l'université apprécie votre approche traditionnelle du monde universitaire. Approche traditionnelle. J'ai fait écho au professionnalisme. Il a clarifié la bienséance. Le conseil apprécie les professeurs qui maintiennent des limites appropriées et présentent une image positive aux donateurs et aux parents. Son insistance sur les limites appropriées m'a fait froid dans le dos. Était-il au courant pour Siena ? Quelqu'un nous avait-il vus ensemble au Lekuz ou s'agissait-il simplement d'un langage administratif standard ? Je suis flatté d'avoir réussi à dire, mais, j'ai un peu de temps pour réfléchir, bien sûr. Bon, j'ai besoin de votre décision avant le 10 janvier. Il sourit. Tout en dents et en ambition. Ce poste s'accompagne d'une augmentation substantielle et d'un financement prioritaire pour vos projets de recherche. Après la réunion, je me suis retiré dans mon bureau temporaire de l'LA. L'esprit s'emballe. Le poste de directeur de département était mon objectif depuis des années, plus d'influence sur les programmes, de meilleures opportunités de recherche, une plus grande visibilité dans la communauté universitaire, tout ce pourquoi j'avais œuvré depuis mes études supérieures. Un coup frappé interrompit mes pensées. Le professeur Laurence Mérite se tenait sur le pas de ma porte, son expression éternellement désapprobatrice fermement ancrée. « Félicitations pour la nomination à la présidence », dit-il sans chaleur. Bien que certains d'entre nous aient été surpris par ce choix. Laurence briguait la présidence du département depuis son arrivée à l'université. Son ressentiment était prévisible, quoique désagréable. « Rien n'est décidé », répondis-je d'un ton neutre. Il entra et ferma partiellement la porte. « Tu sais, Holly, le monde universitaire évolue, mais certaines normes demeurent. Le conseil pourrait reconsidérer sa décision s'il était informé de ta situation. » Mon pouce accéléra. « Mon cas, je t'ai vu avec cette Turner. » La rousse. Ses lèvres fines s'incurvèrent dans ce qu'on pourrait appeler généreusement un sourire. « Des réunions dans ton bureau après les heures de bureau, des voyages le week-end. Plutôt peu professionnel pour quelqu'un pressenti pour un poste de direction. » Je luttais pour garder une expression neutre tandis que mes pensées s'emballaient. Il nous observait. Siena Turner est mon assistante de recherche sur un projet spécial. Toutes les réunions étaient strictement académiques. Ce n'est pas ce que les ragots de la salle des diplômés laissent entendre. Il s'est appuyé contre mon bureau sans y être invité. Je détesterais que le doyen entende de telles rumeurs pendant la sélection finale. La menace planait entre nous. Je me redressai, soutenant son regard droit. « Me menaces-tu, Laurence ? Te mets-tu en garde en tant que collègue ?» Il se dirigea vers la porte. « Reconsidérez peut-être vos activités extrascolaires ou votre candidature. » Après son départ, je suis restée assise, stupéfaite, dans un silence. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je tendais la main vers mon téléphone, puis je me suis retirée. Appeler Siena depuis mon bureau me semblait soudain dangereux. Les murs étaient trop fins, trop d'oreilles à l'écoute. Ce soir-là, je lui ai envoyé un texto pour lui donner rendez-vous dans un café hors campus au lieu de notre habituel rendez-vous secret. Son visage s'est assombri lorsque j'ai relaté la menace à peine voilée de Laurence. « Il ne peut rien prouver », a-t-elle insisté, à voix basse malgré notre table isolée dans un coin. « Il n'a pas besoin de preuves, juste de rumeurs. » J'ai fixé mon thé refroidi. À mi-avis de ragots et d'insinuations. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» a demandé Siena, ses yeux bleus s'assombrissant d'inquiétude. La question pesait lourd entre nous. Qu'auraient fait Eleanor et Margaret face à des menaces similaires ? Elles s'étaient cachées, avaient créé des espaces secrets pour leur amour et leur travail. Mais les temps avaient changé, n'est-ce pas ? Peut-être devrions-nous ralentir les choses. Jusqu'à la nomination du président, ai-je suggéré, détestant ces mots même à leur sortie de ma bouche. Le visage de Siena se figea. « C'est ça que tu veux ? » ?»« Ce n'est pas ce que je veux. Il s'agit d'être pragmatique. » « Pragmatique, répéta-t-elle,
sur un ton accusateur. Comme Eleanor et Margaret, pragmatiques, qui cachaient toute leur vie. C'était différent, n'est-ce pas? Sienna resserra les bras de son manteau, déçue. Je te croyais différente, Holly. Je croyais que tu vivais les principes que tu écrivais avec tant de passion. Sienna, s'il te plaît, j'ai besoin de temps, dit-elle doucement, pour savoir si je peux redevenir le secret de quelqu'un. Elle s'adoucit légèrement, me touchant brièvement la main. Je tiens trop à toi pour faire obstacle à ce pourquoi tu as travaillé toutes ces années, mais je tiens trop à moi pour être cachée. Je la regardais sortir du café, emportant avec elle la lumière qui avait illuminé mon monde soigneusement ordonné. Pour la première fois de ma carrière universitaire, je me demandais si l'avancement professionnel valait le prix de l'authenticité et si j'étais assez courageuse pour suivre la voie des femmes dont nous avions découvert l'histoire ensemble. Les vacances de Noël arrivèrent avec un vide que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le campus s'était vidé et je m'étais retirée dans ma maison au bord du lac, entourée de documents de recherche qui semblaient maintenant se moquer de moi avec leurs histoires d'amour caché et de sacrifice. Sienna et moi n'avions pas parlé depuis cette nuit au café. Son absence était une douleur physique dont je ne pouvais me débarrasser. J'ai passé des jours à éplucher la correspondance de Margaret et Eleanor, à la recherche de ce que la sagesse permettrait. Leurs mots avaient pris un nouveau sens depuis que Sienna était partie. Par un après-midi particulièrement froid, j'ai trouvé une lettre que j'avais oubliée auparavant, glissée dans la reliure d'un obscur recueil de poésie. L'écriture d'Eleanor, d'habitude si maîtrisée, tremblait d'émotion. Ma très chère Margaret, on dit que le professeur Winters a été retrouvée morte dans son bureau hier. La version officielle parle d'une insuffisance cardiaque, mais des rumeurs murmurent qu'elle a été découverte avec des lettres d'une autre femme. J'ai peur pour nous deux. Le doyen m'a interrogé à 2 reprises sur notre collaboration inhabituelle. Je ne supporte pas l'idée de vous attirer un scandale. Je me suis assise, stupéfaite. La professeure Winters, une autre enseignante, était peut-être morte à cause de lettres d'amour révélées. Il ne s'agissait pas seulement de persécution universitaire. C'était quelque chose de bien plus sombre. J'ai appelé la seule personne que je connaissais qui pouvait aider Sienna. J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. Elle est arrivée 2 heures plus tard, une distance professionnelle dans son attitude, mais de la curiosité dans son regard. Quand je lui ai montré la lettre, elle l'a lue 2 fois, son expression devenant grave. Si c'est vrai, elle a dit que la professeure Winters avait peut-être été assassinée ou poussée au suicide parce que sa relation avec une autre femme avait été découverte et qu'Eleanor craignait le même sort. J'ai ajouté, regardez la date. 3 semaines avant la démission soudaine de Margaret, nous avons repris notre rythme de recherche, tirant des fils et suivant des pistes. Les archives universitaires ont révélé des coupures de presse sur le décès inattendu de la professeure Judith Winter en 1926. Les dossiers médicaux de cette époque étaient rares, mais Sienna a découvert un rapport de police faisant état de circonstances inhabituelles qui n'ont jamais fait l'objet d'une enquête. Ils ont tout étouffé, murmura Sienna, assise en tailleur sur le sol de mon salon, entourée de photocopies. L'université ne pouvait pas risquer un scandale. Qu'est-il arrivé à Margaret après sa démission? Je me demandais à voix haute. Les lettres s'arrêtèrent brusquement. Sienna ouvrit son ordinateur portable. J'ai consulté des bases de données généalogiques. Margaret Wellington s'installa en France après avoir quitté l'université. Elle y vécut jusqu'en 1974. Et Eleanor resta à l'université jusqu'en 1945, sans jamais se marier. Sienna leva les yeux brillants de découverte. Mais voici le plus intéressant, elle partit en vacances en France chaque été de 1927 à 1939, lorsque la guerre rendit les voyages impossibles. Elles n'ont pas rompu, murmurai-je. Elles ont trouvé une solution. Pays différents, vie séparée la majeure partie de l'année. Mais ces étés passés ensemble, nous nous sommes regardés par-dessus cette mer de documents, les parallèles avec notre propre situation restant inexprimés entre nous. Je dois retrouver leur famille, dit soudain Sienna. Des descendants vivants qui pourraient avoir des lettres, des photos, tout ce qui pourrait compléter leur histoire. Il lui fallut 3 jours de recherches acharnées, mais Sienna finit par localiser la petite nièce de Margaret, qui vivait à Boston. Un coup de fil, une explication de nos recherches, et la femme accepta de nous parler.
Ma grand-tante Margaret vivait avec sa compagne, Eleanor, en France. Elle nous l'a dit par appel vidéo, nous montrant des photos de deux femmes âgées dans un jardin ensoleillé. La famille n'en a jamais parlé directement, mais tout le monde savait qu'elles étaient dévouées l'une à l'autre. Après la mort d'Eleanor en 1976, Margaret nous a suivis quelques mois plus tard. Ont-ils jamais regretté d'avoir quitté le monde universitaire, demandai-je. Bien au contraire. Tante Margaret a écrit des mémoires qu'elle n'a jamais publiées, dit-elle. Quitter cet environnement étouffant fut son salut. Elle et Eleanor ont traduit de la poésie ensemble en France, publiée sous des pseudonymes. Après la fin de l'appel, Sienna et moi sommes restés assis en silence, absorbant la douce amère résolution de notre mystère historique. Ils ont trouvé la liberté, dit finalement Sienna. Mais ils ont dû tout laisser derrière eux. Pas tout, corrigeai-je. Ils se soutenaient l'un l'autre et leur travail a continué, juste différemment. Nous avons passé la soirée à organiser nos découvertes, le poids de l'histoire de Margaret et Eleanor et de la fin tragique du professeur Winter s'abattant sur nous. À l'approche de minuit, Sienna s'arrêta à la porte. Le gala de l'université a lieu demain soir. Elle a dit qu'ils annonceraient publiquement la nomination de la chaire. Je sais, l'accepteras-tu ? Je la regardai, vraiment, la regardai pour la première fois depuis son arrivée. Le masque professionnel qu'elle portait avait glissé, révélant la femme qui m'avait mis au défi, inspirée, réveillée. Je ne sais pas encore, répondis-je honnêtement. Mais je sais. J'en ai assez de me cacher dans des pièces secrètes. Elle hocha la tête une fois, la compréhension dans le regard. Quoi que tu décides, Holly, assure-toi que ce soit vraiment ce que tu veux, pas ce qu'un conseil universitaire pense que tu devrais être. Après son départ, je suis restée éveillée jusqu'à l'aube à lire les dernières lettres que Margaret et Eleanor avaient échangées avant leur séparation et leur retrouvailles. Leurs mots ont résonné à travers les décennies, s'adressant directement à mon propre carrefour, mieux vaut un exil sincère qu'une appartenance malhonnête. Le gala universitaire scintillait de prétention et d'ambition. Les professeurs, en tenue de soirée rarement portée, se mêlaient aux riches donateurs et aux membres du conseil d'administration, tous exécutant la danse prudente de la politique universitaire. Debout au bord de la salle de bal, champagne intact à la main, je regardais le doyen Richardson travailler. La foule, le professeur Jenkins, Laurence Merritt apparut à mon coude, la satisfaction évidente dans son sourire narquois. J'ai préparé votre discours de remerciement. L'annonce du poste de président aura lieu après le dîner. J'envisage encore le poste, ai-je répondu. D'un ton égal. Il a haussé les sourcils. Considérant qu'après 15 ans à gravir les échelons du département, ne me dites pas que vous déclinez à cause de complications personnelles. La menace dans sa voix était indéniable. Avant que je puisse répondre, un frisson parcourut la foule lorsque Sienna entra dans la salle de bal. Elle portait une simple robe émeraude qui reflétait la lumière de ses mouvements. Ses cheveux cuivrés étaient relevés avec élégance. Plusieurs têtes se tournèrent pour la regarder, dont celle de Laurence. L'appréciation nue dans son regard éveilla en moi une certaine possessivité. « Si vous voulez bien m'excuser, » dis-je en le quittant au milieu d'une phrase. Sienna me vit approcher prudemment de son expression, neutre malgré la chaleur de son regard. « Professeur Jenkins, bel événement. Ce serait encore plus agréable si nous pouvions passer directement au bar, dis-je, la faisant sourire malgré elle. Avant que nous puissions continuer, le doyen Richardson trinqua avec son verre pour attirer l'attention, invitant chacun à prendre place pour le dîner. Je me retrouvai à la table d'honneur, bien en vue, en tant que candidat présumé à la présidence du département. De là, je pouvais voir Sienna assise avec les autres assistants d'enseignement de l'autre côté de la salle. Nos regards se croisèrent brièvement à travers la foule. Pendant tout le dîner, je percevais à peine les conversations autour de moi. Mes pensées revenaient sans cesse à Margaret et Eleanor, à leur choix difficile entre l'acceptation institutionnelle et la vérité personnelle. Une fois les assiettes à dessert débarrassées, le doyen Richardson s'approcha de l'estrade et un silence s'abattit sur la salle. « Ce soir, nous honorons l'excellence universitaire », commença-t-il à lancer son discours préparé sur les traditions et les normes universitaires. J'écoutais à moitié,
observant Sienna se remémorant l'eau du lac sur sa peau au clair de lune, sa passion lorsqu'elle discutait de littérature oubliée, son courage à affronter les vérités historiques. C'est donc avec un immense plaisir que je vous annonce la candidate à la direction du département de littérature anglaise, la professeure Holly Jenkins. Les applaudissements me ramenèrent à l'instant présent. Je me levai machinalement et me dirigeai vers l'estrade comme prévu. Debout devant mes collègues et les bienfaiteurs de l'université, j'aperçus l'expression suffisante de Laurence, le hochement de tête approbateur du doyen, l'attention polie de ceux qui ignoraient totalement la bataille qui faisait rage en moi. Merci pour cet honneur, commençai-je. Mon discours préparé, soudain vide dans mon esprit. J'ai regardé mes notes, puis je les ai mises de côté. Pendant 15 ans, je me suis consacré à cette institution et à l'étude de la littérature, en particulier des œuvres supprimées, censurées ou oubliées. L'auditoire a hoché la tête en signe d'approbation. C'était un terrain familier. Récemment, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire caché entre nos murs. J'ai continué, une pièce secrète contenant des livres de musique et des lettres personnelles entre deux professeurs qui enseignaient ici dans les années 1920. L'une a démissionné subitement, l'autre a continué à vivre une demi-vie séparée. Un murmure a parcouru la foule. La doyenne a tremblé, mal à l'aise. Leur histoire mérite d'être racontée, et non cachée. J'ai décidé de décliner la présidence pour me concentrer sur l'écriture de leur biographie. Le silence a été immédiat et complet. J'ai lu la stupeur sur le visage de Laurence, la confusion chez les doyens. De plus, j'ai continué, ma voix devenant plus forte. Je crois que l'université devrait créer un centre de recherche consacré aux œuvres et aux voix littéraires qui ont été supprimées à travers l'histoire. La pièce secrète devrait être préservée comme sa pièce maîtresse, et non démolie pour des rénovations. J'ai trouvé le regard de Sienna à travers la salle, son visage rayonnant de compréhension. La professeure Sienna Turner a joué un rôle déterminant dans cette recherche. Ses travaux sur les voix marginalisées en littérature méritent d'être reconnus par une bourse que je dote personnellement de ce qui aurait été l'augmentation de mon salaire de professeur. Le doyen s'est éclairci la gorge à côté de moi, cherchant visiblement à reprendre le contrôle de la situation. Mais je n'avais pas terminé. Margaret Wellington et Eleanor Blackwood ont choisi la vérité plutôt que l'approbation institutionnelle. Leur courage m'inspire à faire de même. J'ai pris une inspiration, m'éloignant de la sécurité des limites soigneusement établies du monde universitaire, reconnaissant notamment que la professeure Turner et moi sommes plus que de simples collègues de recherche. Le scandale que je craignais depuis des mois a visiblement résonné dans la salle. L'expression de Laurence était triomphante, mais je n'y prêtais plus attention. Merci pour la nomination, mais j'ai choisi une autre voie. Je me suis éloignée du podium, le cœur battant la chamade mais la conscience tranquille. La suite n'était qu'un flou de murmures et de regards. J'ai traversé la salle pour rejoindre Sienna, ses yeux ne quittant pas les miens. C'était un sacré discours d'acceptation, dit-elle doucement quand je la rejoignis. C'était un discours de refus, en fait, du poste de président. Oui, son sourire était radieux, mais tu acceptais quelque chose de bien plus important. Nous avons quitté le gala ensemble, ignorant l'escalier qui nous suivait. Dehors, dans l'air frais de la nuit, les bâtiments du campus s'élevaient autour de nous, tels des témoins silencieux de générations de vérités cachées et de choix difficiles. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda Sienna tandis que nous marchions sous les arbres qui avaient vu passer d'innombrables étudiants et professeurs. Et nous avons terminé leur histoire, dis-je en lui prenant ouvertement la main, et commencé la nôtre. Derrière nous, la pièce secrète attendait d'être révélée, ses secrets émergeant enfin à la lumière, non pas comme un scandale, mais comme un témoignage de la persistance silencieuse de l'amour contre toute tentative de dissimulation.